Bonjour à toutes et à tous. Je suis Valentine Siro, membre du comité RSE de Neoma. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'accessibilité scolaire et événementielle pour les personnes en situation de handicap. Dans un premier temps, vous découvrirez les parcours de nos invités que je vous présenterai après. Puis, dans un second temps, je poserai des questions à nos invités pour savoir comment rendre un événement plus accessible et d'autres questions sur un sujet plus large. Pour cela, on accueille aujourd'hui Sixtine Paulus, j'écorche pas son Paulus, pardon, de Talents Égal. De À Talent Égal. De À Talent Égal, pardon. Et Aya Ben Abdallah, ancienne membre du pôle phare de Préparez-moi, l'association qui lutte en faveur de l'égalité des chances. C'est ça. Eh bien déjà, merci à toutes les deux d'être venues aujourd'hui pour parler de ce sujet. On va rentrer directement dans le vif du sujet, du coup. La première question, du coup, ça sera, est-ce que vous pouvez en quelques mots vous présenter, vous et vos missions au sein de vos associations respectives et expliquer aussi plus largement les actions de À Talent Égal et de Préparez-moi et du coup du pôle phare de Préparez-moi. Ok, donc je commence. Vas-y. Donc moi c'est Aya, je suis actuellement en M1 à Neoma et j'étais anciennement tutrice donc du pôle phare donc de Préparez-moi. Mes missions très très rapidement, on rencontrait une fois par semaine donc un petit groupe de jeunes. On avait pour 2 tuteurs 4 tutorés et on leur présentait les actualités de la semaine. On faisait quelques petits quiz, quelques petits caouts histoire de s'amuser tout en apprenant des choses. Son tour. Oui. Ok. Donc moi, je m'appelle Sixtine Paulus. Donc je travaille depuis 7 ans maintenant dans l'association À Talent Égal, qui a été fondée par une entreprise il y a 12 ans et qui depuis le début est partenaire de Neoma et qui a pour objectif d'accompagner les étudiants en situation de handicap de ces écoles partenaires dans la définition de leur projet de formation et leur insertion professionnelle. Donc pour ça, on travaille avec des écoles du supérieur et avec des entreprises. Et on travaille vraiment à faire en sorte que leur handicap ne soit plus handicapant en fait, dans leur insertion pro et surtout qu'on limite l'autocensure qui est assez largement pratiquée par les personnes handicapées et surtout qu'on augmente la proportion de personnes handicapées dans les études du supérieur, notamment dans les écoles. Il faut savoir que la plupart des personnes handicapées, à 90%, les étudiants sont en université. Donc j'ai absolument rien contre l'université. Mais c'est vrai qu'il n'y a que 4% des personnes qui font des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs. Sauf que parfois, en fait, c'est une vocation, c'est une envie, mais l'accès n'est pas forcément très aisé. Et donc c'est pour ça qu'on est là pour les aider justement à trouver leur voie, rentrer dans des écoles, faire en sorte qu'il y ait une accessibilité de tous les aspects de leur vie étudiante et jusqu'à leur insertion professionnelle. Du coup, pour bien comprendre le sujet, je vais te poser directement une question, Sixtine. Oui. À l'heure actuelle, comment la loi définit-elle le handicap et comment toi tu l'interprètes ? Ok. Alors, ce qui est bien avec les lois, en tout cas la loi de... En fait, il y a une grande loi dans le handicap qui date de 2005, qui a vraiment redéfini le handicap dans ce qu'elle est, ce qu'elle reconnaît et comment elle est considérée. Donc, la loi 2005 dit que constitue un handicap toute limitation ou restriction de la participation à la vie en société. Donc déjà, c'est aussi, par exemple, l'accès aux droits, c'est vraiment tous les aspects de ta vie, qui est subi dans son environnement. Donc c'est depuis 2005, ce n'est non plus tellement la personne qui est handicapée que l'environnement qui est handicapant. Subi par une personne en raison d'une altération substantielle, définitive ou durable d'une capacité physique, psychique, mentale, cognitive, voilà. Et en fait, la loi de 2005, c'est vraiment un tournant, parce que c'est vraiment profondément, en tout cas moi c'est comme ça que je le vis et qu'on est beaucoup à le vivre, c'est profondément une révolution culturelle et institutionnelle. C'est-à-dire qu'à partir de là, la mise en accessibilité est vraiment pointée du doigt parce que ce n'est plus la personne qui a la charge de s'adapter, mais l'environnement qui doit s'adapter à la personne. Donc par exemple, ça va être pouvoir monter dans des transports, pouvoir rentrer dans un bâtiment, avoir accès par exemple à des sous-titres quand on est sourd. Vraiment, c'est tout ça. Et ça remet vraiment la personne comme en étant en situation de handicap. Quand on dit situation de handicap, c'est pas juste pour faire joli, c'est pas une manière de parler, c'est vraiment comme ça, c'est la personne qui est en situation de handicap en fonction de troubles variés, plus ou moins compliqués, mais c'est un peu comme si vous allez dans un pays dont vous ne maîtrisez pas la langue, mais que tout est traduit dans, je sais pas, un alphabet que vous maîtrisez ou qu'il y a plein de pictogrammes qui vous permettent de sortir de l'aéroport, par exemple. Et ben ça, en fait,
là, vous êtes plus mis en situation de handicap parce que vous comprenez ce qui se passe. Et en fait, c'est ça qu'il faut faire avec la mise en accessibilité, c'est rendre accessible tout ce qui fait votre vie à des personnes qui ont des limitations de plusieurs aspects de leur personne. Du coup, j'imagine que la loi de 2005, Mhm. elle a changé non seulement la vision des choses, et elle a rendu beaucoup plus large cette notion de handicap. Bien sûr, en fait, avant, en gros, le handicap, les premières personnes qu'on voyait comme profondément handicapées, en tout cas, il y a eu un gros apport, notamment sur les questions de l'emploi après la Première Guerre mondiale avec les gueules cassées. En fait, la loi de 2005, déjà, je sais pas, enfin, moi, je fais souvent le test quand les gens me demandent ce que je fais dans la vie. Je leur dis, j'accompagne les personnes handicapées. Ils me disent, ah, mais d'accord, plutôt physique ou mental. Et je leur dis, alors, tout sauf mental, parce qu'effectivement, nous, comme on est sur de l'enseignement supérieur, on n'a pas de personnes handicapées mentales, parce que le handicap mental induit des limitations intellectuelles. Mais en fait, il y a 7 catégories de handicap. Donc, il y a effectivement le handicap moteur, mais vous avez aussi le handicap sensoriel, donc cécité, surdité, le cognitif, donc tout ce qui est troubles de l'apprentissage, les troubles 10, les troubles psychiques, les maladies invalidantes, le handicap mental dont on parlait tout à l'heure, l'autisme, qui est une catégorie encore à part entière. Et en fait, déjà, ça permet d'ouvrir énormément les droits, parce qu'une personne, avant qui n'était pas handicapée moteur, elle se disait, mais en fait, je suis quoi? J'ai le droit à quoi? En quoi je peux solliciter l'État qui donne des aides, mais en fait, j'ai pas le droit à ça. Donc déjà, ça ouvre énormément, et ça permet aussi de reconnaître énormément de personnes qui sont en situation de handicap. En plus, 80% des handicaps sont invisibles. Donc c'est quand même une grosse... et 12 millions de personnes en France sont en situation de handicap. Donc c'est quand même pas anodin. Passer à la question suivante. Donc là, c'est plus sur vos parcours personnels. Qu'est-ce qui a créé votre intérêt quant à l'inclusion pour les personnes en situation de handicap? Et à l'heure actuelle, quelle a été votre démarche, ou quelle est votre démarche pour finalement favoriser cet accès? Je commence. En toute honnêteté, avant d'entrer à Neoma, je me suis jamais posé la question de comment on faisait pour rendre accessibles les choses. Et en toute honnêteté, je me suis jamais posé la question de comment les personnes avec un handicap, font dans leur quotidien. Donc, on a eu de la chance. En début d'année, de première année, il y a des amphis de présentation de chaque association. Donc, je m'y suis rendue, et donc il y avait Préparez-moi. Et Préparez-moi à présenter ce pôle phare. Donc, je me suis dit, allez hop, c'est une expérience, c'est une nouvelle expérience. J'aimerais découvrir comment on fait. Donc, je m'y suis inscrite. Et j'ai été tutrice, donc Préparez-moi. Ça m'a permis de voir que déjà, il y avait des handicaps donc invisibles, et je m'étais vraiment pas rendu compte. Et c'est fou parce que on a l'impression que c'est des personnes complètement normaux, entre guillemets, mais en fait, elles ont leur handicap caché. Et on avait toujours eu cette règle au sein de Préparez-moi, c'est de ne jamais demander l'handicap d'une personne, parce que évidemment ça peut la gêner et tout ça, et je m'étais vraiment jamais rendu compte que poser la question à une personne, ça pouvait peut-être être blessant. Donc je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Et quant à l'organisation, par exemple, à Préparez-moi, on organise un voyage donc pour les tutorés. Et il y a plein de petites choses qu'on ne se rend pas compte, comme par exemple le temps du voyage, le temps donc du bus. Généralement, c'est toujours 2 heures de bus, et on fait une petite pause de 10 minutes, et hop, on repart. Sauf que pour les personnes à mobilité réduite, par exemple, il faut évidemment allonger ce temps. Donc c'est vrai que c'est ces petites choses qu'on ne pense pas au quotidien pour ce type de personnes. Et c'est intéressant du coup de voir comment ça se passe réellement. Donc en vrai, ça m'a quand même ouvert les yeux, et je suis bien contente qu'il y a ce type d'association au sein de Neoma, parce que je sais que dans certaines écoles, il n'y a pas ce type de pôle phare, quoi. Ouais. C'est bien dommage. Tu t'es directement dit que tu allais aller? Oui. C'est trop bien. Parce que c'est pour voir en vrai comment ça se passe, parce qu'on n'a jamais eu l'occasion, et même je pense que personne ne se pose réellement la question de comment font les gens, même au sein de Neoma, quoi. Oui, clairement. C'est très beau ce que tu dis. Non, mais c'est vrai que, en fait, à partir du moment où on côtoie du handicap, en fait, ça change votre vision. En fait, vous pouvez pas ne plus savoir. Après, il y a différentes choses. Donc, en fait, il faut se dire qu'à peu près un Français, 50% des Français seront touchés par le handicap, soit pour eux-mêmes, soit pour un de leurs proches. Donc déjà, là, statistiquement, dans la salle, voilà, on est un certain nombre, ça vous laisse réfléchir à, OK, qui? Soit elle, soit quelqu'un. Et en fait, c'est vrai que c'est des petits réflexes à prendre. Moi, par exemple, maintenant, ça fait quasiment maintenant, du coup, 9 ans que je suis dans le milieu du handicap. Quand je rentre dans un bâtiment et que je vois une rampe,
mon premier réflexe, c'est me dire: «Non mais la pente, elle est trop importante». OK. Enfin, je note pas le fait qu'il y ait une rampe. Je suis en train de calculer l'angle de la pente en me disant: «En fait, c'est gentil d'avoir mis une pente, mais là, une personne handicapée, elle passe pas. C'est trop dur, c'est trop pentu, c'est trop compliqué». Donc voilà, c'est vrai que ça vous change un peu la vie. Moi, comment je suis arrivée dans le handicap? Pour faire un peu court, moi, j'étais pas du tout partie là-dessus. Et puis en fait, de stage en stage, j'ai fini par faire un service civique dans une asso et à monter en fait, des campagnes de sensibilisation au handicap dans le supérieur, et la structure dans laquelle je travaille aujourd'hui était partenaire de cette asso. Mais en fait, en relisant un peu l'histoire, la première fois où on m'a dit: «Mais pourquoi tu en es là?» et cetera, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai toujours vécu avec le handicap parce que mes 2 parents ont en fait un petit handicap, et ça m'a sauté aux yeux le jour où je marchais avec la maman d'une amie, et il y avait une petite pente et il fallait passer au-dessus d'un tronc d'arbre, et naturellement, j'ai tendu mon bras pour qu'elle prenne mon bras pour descendre. Elle me dit: «Non, non, non, mais c'est bon, j'ai pas de problème». Et je me suis dit: «Ah mais en fait, toutes les mamans sont pas handicapées». Parce qu'en fait, moi, je peux pas, je suis obligée de tendre mon bras à ma maman pour qu'elle avance. Et en fait, c'est vrai qu'on se rend compte que souvent, quand on est très investi dans la question du handicap, c'est parce que c'est quelque chose que vous connaissez. Et donc, c'est pour ça aussi que moi, et je suis très ravie d'être là pour faire ce podcast et de voir que Aya, elle s'est mise dans le sujet alors qu'elle n'y connaissait rien. Parce qu'en fait, c'est vraiment un investissement individuel et il faut que tout le monde, je dis pas que tout le monde en fasse sa vie, mais au moins ait un peu ça en tête. Ouais. Voilà, je me dis, mais c'est trop bien, par exemple, que vous filmiez ce podcast parce que, pour ceux qui ont besoin d'avoir des images, et qu'après, peut-être que si vous pouvez le sous-titrer, ce sera encore mieux. Si vous pouvez retranscrire ce qu'on écrit pour ceux qui n'ont pas accès non plus à l'audition, enfin, ce genre de Ouais. choses. C'est plein de petits détails qui font. En fait, moi, ça devient un réflexe d'y penser, Ouais. mais c'est pas le cas pour tout le monde, et j'entends très bien, et il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai qu'en fait, ça vous change votre manière de voir les choses. Et il y a un truc aussi qu'il faut avoir, c'est que l'accessibilité, c'est vraiment une démarche citoyenne et seulement secondairement une démarche de solidarité. C'est-à-dire qu'il faut d'abord se dire, ça c'est en fait c'est la vie d'un citoyen normal en fait, Oui. et c'est normal qu'il ait accès aux mêmes choses, et seulement après, s'il faut, je suis solidaire. Il faut dire par exemple, je sais pas, vous avez tous plus de 18 ans, vous êtes allés voter, dites-vous que par exemple, des personnes aveugles, elles peuvent pas forcément aller voter, parce que les bulletins de vote, ils sont pas embossés en braille. Ouais. Vous pouvez pas aller avec quelqu'un dans un isoloir. Vous pouvez pas forcément voter en avance de manière digitale. Et donc en fait, rendre accessible un vote, c'est une démarche citoyenne, avant d'être une démarche solidaire. Parce que du coup, à l'heure actuelle, pour un malvoyant ou un non-voyant, Ouais. voter, c'est absolument impossible. C'est pas que c'est impossible, mais en fait, on n'en est pas toujours au même niveau. C'est-à-dire qu'il y a OK. certaines régions, il y a quelques années, qui avaient testé le vote anticipé de manière digitale. Alors ça, si vous êtes aveugle, vous avez une lecture vocale, vous pouvez lire, vous décidez de voter pour un tel et pas pour tel autre. Mais par exemple, vous pouvez pas forcément rentrer avec quelqu'un. Merci pour toutes ces explications, parce que c'était quand même bien clair et bien concis, ça m'a éclairé pas mal de choses. On va passer sur la prochaine question, qui est du coup plus personnelle. Cette question, c'est est-ce que vous avez une anecdote ou un souvenir d'un événement ou du coup d'un atelier qui vous a marqué spécialement? Enfin, du coup, je vous laisse commencer. Oui, lors du premier événement, Pôle Phare, on a eu l'occasion d'aller au bowling avec, donc les tutorés. Donc c'était plutôt cool, sauf qu'à un moment, je me retourne et je vois une petite tutorée se mettre les mains sur les oreilles. Je comprends pas trop, donc je m'approche vers elle et je lui demande: «Qu'est-ce qui se passe?» Elle me dit: «Le son est beaucoup trop fort». Donc j'ai tout de suite, compris qu'elle avait un problème du coup aux oreilles. Donc je suis allée gentiment voir, la personne qui gérait la musique pour lui demander de baisser le son donc. Évidemment, il m'a demandé pourquoi, puisque, on entend toujours dans le bowling, la musique, c'est plutôt sympa. Mais c'est vrai qu'on pense pas toujours à ces personnes qui, eux, entendent, vraiment d'un bruit très, très sourd, la musique. Donc je lui demande de baisser la musique et une petite conversation commence à enfin le ton monte, pardon, et il me dit: «Bah, pourquoi?» Je dis: «Bah, écoutez, il y a une personne qui a mal aux oreilles, quoi, à cause de la musique». Bah, il lui dit: «Bah, dites-lui de sortir». Je dis: «Bah, on est un peu dans un bowling, donc il faut quand même qu'on joue». Et bref, après une longue conversation, je lui ai donc dit que cette personne était en situation de handicap, donc il fallait, baisser le son. Donc évidemment, encore heureux, j'ai envie de dire, il a baissé le son. Mais c'est ce type de choses, qui fait qu'en fait, on remarque pas du tout, en fait, ce que les personnes en situation de handicap vivent. Et c'est ce type, d'événement qui fait que maintenant, je porte plus attention à ce type de choses. Donc ça m'a plutôt marquée. Ouais, clairement. J'imagine que en plus, c'est des choses qui arrivent dans la vie de tous les jours, comme Ouais. par exemple, notamment, un truc tout bête, mais aller au supermarché, essayer de faire ses courses, ça doit être terrible pour une personne qui, du coup, est dans cette situation et qui, du coup,
Enfin, c'est un truc qui nous, tout simplement, on va dans la rue, on va faire nos courses, il y a pas de problème, quoi. On voit pas que ça peut être même la lumière, parfois les lumières, j'avais vu ça, les lumières, elles peuvent être, terribles pour les personnes en situation de handicap. Je te laisse, Ouais, non, mais juste pour rebondir sur ce que vient de dire Raya, alors et une autre chose qu'elle a dit avant qui était qu'elle demandait jamais au tutoré quel était leur handicap. Effectivement, on n'a pas le droit légalement de demander à quelqu'un quel est son handicap. Donc là, de ce que tu me dis, je me dis: «OK, cette fille, cette petite fille, ça sent un peu l'autisme», tu vois? Avec une sursollicitation sensorielle et effectivement, comme tu dis, il y a des supermarchés qui font des créneaux pour autistes où en fait, ils coupent le son et ils baissent la lumière. Et en fait, c'est plein de petits trucs comme ça où on se dit: «Mais en fait, sinon, ça va être plus simple, on arrête de mettre le volume à 150 000 et on change les néons pour des couleurs un peu chaudes ou que sais-je». Et franchement, mais même vous, combien de fois on s'est fait agresser les oreilles par une musique, les petits Larsen, ce genre de choses, quoi. Et moi, une anecdote que j'aime bien, donc pendant plusieurs années, maintenant on le fait moins parce que ça n'existe plus trop, mais on faisait souvent les forums étudiants où, voilà, où des étudiants ou des futurs étudiants plutôt viennent de rencontrer des écoles, enfin un type, voilà. Et je me souviens très bien, donc nous on avait un pôle, enfin un stand handicap avec plein d'autres assos. Donc on était là, on accueillait des gens, et il y a une maman, je me souviens très, très bien, qui est venue me voir en me disant: «Ah donc je vois que vous êtes dans le handicap, dans les études supérieures». «Oui, oui, tout à fait. J'ai une question, voilà, mon fils est aveugle, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire?» Et en fait, la question, je me suis dit et en fait, ma réponse est sortie, mais tout de suite en disant: «Bah, écoutez, mis à part chauffeur routier, j'ai envie de dire, tout». Et voilà et en fait, il y a un photographe belge que j'aime beaucoup qui dit, «Mon travail, c'est de vous dire que tout est possible». Et en fait, c'est ça pour moi. Moi, c'est vraiment cette anecdote, elle m'a marquée de me dire: «Mais attends, mais s'il veut devenir, astrophysicien, il peut». On a là, sur la prochaine, sélection de l'équipe, avec la NASA qui va aller dans l'espace, on a le premier astronaute paraplégique. Le mec, il a eu un accident et c'était un sportif de haut niveau. Il a dit: «Attends, j'ai envie de voir comment fonctionne mon corps dans la récupération». Il est devenu médecin et maintenant, en fait, il va dans l'espace. Et il est paraplégique. C'est impressionnant. Alors que je pense que personne ne se dit qu'un paraplégique peut aller dans l'espace. Et en fait, moi, cette anecdote-là, elle m'a vraiment marquée en me disant: «Mais tout est question d'accès, d'accessibilité, en fait, il est où le problème? Je l'ai pensé comme ça, mais pourquoi telle personne ne peut pas venir?» Et c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup ma structure, c'est que ce qui a initié la fondation de l'association pour laquelle je travaille, c'est les entreprises font ce qu'on appelle des accords handicap, dans lesquels ils ont des objectifs chiffrés de recrutement. Et c'était des accords de 3 ans. Puis à la fin des 3 ans, la première entreprise qui nous a fondés n'avait pas rempli son objectif. Et au lieu de se dire: «Ah bah ça marche pas, on n'a pas recruté des personnes handicapées au niveau de formation qu'on voulait, on va arrêter», ils se sont dit: «Mais en fait, pourquoi?» «Ah mais en fait, c'est parce qu'il n'y a pas assez, d'étudiants ayant fait des écoles d'ingénieurs en situation de handicap». OK, pourquoi il n'y en a pas assez? OK, c'est parce qu'en fait, l'accès est compliqué aux études, l'accès est compliqué aux concours, l'accès est compliqué aux écoles de qualité, quoi. Et en fait, j'aime bien ce truc de se dire: en fait, s'il y a un problème, il faut se pencher sur pourquoi il y a un problème. Il ne faut pas juste essayer de penser au sens de mettre un pansement. C'est qu'est-ce que je peux faire? Et du coup, moi, je vous retourne vraiment ce truc-là et je profite de ce podcast pour vous dire, voilà, aujourd'hui, les écoles, elles font beaucoup de choses. Elles rendent énormément leurs cours accessibles. OK, c'est une obligation, mais elles le font, la Néoma, beaucoup, enfin vraiment de manière très active. Mais en fait, finalement, quand on est étudiant, votre vie étudiante, c'est pas que votre, diplôme ou vos cours. C'est clairement vos potes, les sorties, le sport. Et en fait, c'est là où c'est vous qui rentrez en compte et c'est là où vous avez un rôle à jouer. En fait, c'est des étudiants comme les autres qui ont envie de kiffer leur vie étudiante comme les autres. Sauf qu'en fait, c'est un peu comme si on vous invitait pas aux soirées. Non, mais c'est bête à dire, tu vois? Mais, moi, j'ai un pote, quand on va au bar, une fois, on allait dans un bar, au bout d'une pinte, il me dit: «Bah, je m'en vais». Je dis: «Mais attends, mais tu rigoles ou quoi? On vient de commencer». Il me dit: «Mais non, mais en fait, je peux pas aller pisser». Ah ouais. Vous avez tous testé ce moment où après une pinte, 2 pintes, ça devient un peu urgent, quoi. Ouais. Sauf qu'en fait, lui, s'il n'a pas accès aux toilettes, il peut pas rester, en fait. Ouais. Et donc c'est des trucs vraiment tout bêtes, mais on se dit: «Ah putain, mais je n'y avais jamais pensé». Les grands enjeux. Moi, je dirais que vraiment, le principal enjeu, c'est vraiment, l'accès à la formation. C'est-à-dire, que n'importe quel élève, n'importe quel enfant, puisse aller à l'école, en fait. Et ça commence par le primaire, donc on est beaucoup en manque d'AESH, ça manque aussi de formation des professeurs, qui souvent, en fait, on leur dit: «Bah, voilà, vous avez 3 élèves handicapés dans votre salle», sauf qu'ils savent pas faire. Voilà, donc ça manque beaucoup de formation, d'information, donc ça, c'est vraiment un des grands enjeux. Et puis après, effectivement, moi, un truc que j'ai envie de partager, c'est en fait la responsabilisation des gens.
Donc je dis pas du tout ça d'un ton condescendant. C'est qu'en fait, c'est vraiment notre rôle et notre responsabilité à chacun de vivre ensemble, en fait. On peut pas être sur tous les fronts, mais c'est vrai qu'avoir une petite pensée pour ça, voilà, je rajoute une couche sur l'accessibilité, mais je sais pas, vous allez faire une petite teuf de fin d'année, ben, dites-vous: «OK, en quoi, OK, on va nommer un responsable accessibilité». Comme ça, il va être chargé d'y penser tout le temps. Qu'est-ce qu'on peut faire? En parler entre vous. Avoir le réflexe aussi, par exemple, de demander aux gens: «Est-ce que tu as des besoins particuliers?» Mmh. Et ça peut très bien être: «Je mange pas de viande». Bah, OK, très bien, mais c'est bien de le savoir parce que sinon vous aviez prévu, un buffet, full viandard, quoi. Ouais. Et ou alors: «Est-ce que tu as des besoins particuliers?» «Bah, ouais, je suis allergique mortellement aux œufs». «Bah, OK, on va faire des trucs précis, on va indiquer que ça marche pas». Donc en fait, demander aux gens, ne pas se faire tout un char de ça. Et en fait, si vous y allez de manière très simple et très humble, de dire: «Écoute, je vois que tu es en situation de handicap, juste je sais pas comment t'aider, est-ce que tu as besoin d'aide?» Il faut vraiment ne pas se prendre la tête, y aller très simplement, dire les choses. Et je pense que, par exemple, dans l'exemple du bullying tout à l'heure, le mec, à partir du moment où tu lui as dit: «En fait, j'ai une personne en situation de handicap qui ne supporte pas le bruit», OK, très bien, il y a plus de problème. Mais en fait, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc effectivement, parler du handicap, c'est hyper important. Après, en fait, il faut en parler souvent parce que vraiment on oublie. Donc voilà. Et donc voilà, si je dois conclure vraiment, l'enjeu pour moi, c'est vraiment l'accessibilité, quoi. Ouais. De tout, de tout, de la vie étudiante, de la vie professionnelle, de la vie sociale, que ce soit pas un parcours du combattant, que votre trajet soit pas multiplié par 3. Ouais. Une personne handicapée, elle a envie d'aller rapidement à son rendez-vous, quoi. Sauf que s'il faut qu'elle prenne 3 heures avant un truc parce qu'il faut prendre le tram qui fait tout le tour de la ville, parce que je sais pas quoi, je sais pas, quand vous déposez vos poubelles dans la rue, arrêtez de les mettre sur les trottoirs. Mmh. Et ça, c'est pour tout le monde. Genre, un jour, j'ai vu dans la rue, c'était très drôle. Enfin, drôle, on s'entend, mais il y avait une poubelle au milieu de la rue. Et en fait, devant moi, il y avait une maman avec une poussette. Et devant elle, il y avait un mec en fauteuil. Et ben, donc, le mec en fauteuil qui voit son truc, il dit. Et donc, il est descendu du trottoir, il est allé sur la route, il est remonté de l'autre côté. Et ben, elle a fait la même chose à la dame en poussette, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, c'est le même problème. Donc, il faut se dire que c'est un peu la convergence des luttes pour tous les anarchistes qui nous écoutent. Et donc, voilà, ce qui est important, c'est vraiment l'accessibilité et de se dire parfois, je peux faire un tout petit truc qui va changer vraiment Ouais, la vie, le clairement. truc de quelqu'un, quoi. Parfois, c'est vraiment les petits cours d'eau font les grandes rivières, vraiment. Ouais. Mais c'est dingue ce truc du coup, de poubelle parce que j'y pense notamment à Reims. La consigne dans l'hypercentre de Reims, du coup de la mairie, c'est vraiment de mettre la poubelle sur le trottoir et là, c'est récupéré. Donc c'est vraiment dingue parce que finalement, c'est vrai que parfois, il y a des trottoirs qui sont juste inaccessibles. Entre les pavés, la largeur du Ouais. trottoir, c'est déjà hyper compliqué. Et finalement, que la poubelle soit aussi un problème, on n'y pense pas, mais c'est vrai que maintenant qu'on le dit, ça paraît évident, quoi. Mais ouais. Mais en fait, il y a plein de choses où si on prend juste un tout petit peu de recul et dire: Ouais. «Attends, je mets mes petites lunettes d'handicapé» et je le regarde, je me dis: «Mais OK, ça, c'est pas faisable, ça non plus, Ouais. ça, c'est compliqué. Bon, ça laisse tomber. En fait, je vais rester chez moi ce soir, quoi». Ouais, c'est Flemme. ça. Ouais, clairement. Voilà. Ce podcast est une création du comité RSE de Neoma du campus de Reims. Il fait partie d'une série de 3 podcasts sur les sujets de la RSE. Vous pouvez retrouver les podcasts en replay sur les différentes plateformes de streaming. Un grand merci à Sixtine et Aya d'être venus aujourd'hui pour parler des personnes en situation de handicap et de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Ce podcast aurait été impossible à réaliser sans la collaboration de Jonathan, Amandine et Florelle de Live, ainsi que Romain de Iforchi. Alors merci à eux et merci à nos invités et merci à nos auditeurs pour l'écoute.